C'est l'un des champions les plus populaires du sport français. Il a été quintuple vainqueur du Tour de France, un palmarès jusqu'alors inégalé. S'il ne fait plus parler de lui en tant que coureur cycliste, il s'illustre désormais en tant qu'auteur. Il vient nous en parler ce soir, c'est Bernard Hinault que nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau. Il nous parlera de sa carrière, des valeurs qui comptent pour lui, mais aussi des différents enseignements qu'il a tirés de ses expériences. Bonsoir Bernard Hinault. Alors vous sortez un album intitulé Hinault Objectif Maillot Jaune. C'est une bande dessinée et dans cette bande dessinée, vous retracez le début de votre carrière professionnelle et d'ailleurs toutes vos carrières dans son ensemble et on perçoit parfaitement votre détermination. Pourquoi avoir eu envie de partager votre histoire ? Je l'ai fait déjà avec des livres, mais pas avec... pas dans une BD. Pas dans une BD, et c'est l'époque où il y a un peu les mangas, donc ça, on fait partie de cette période et il faut en profiter. Et puis il y a des choses, quand on raconte, quand il n'y a pas l'image qui va avec, des fois, c'est pas la même chose, quoi. Et il y avait une volonté de s'adresser peut-être justement avec ce côté imagé, BD, à un public plus jeune ? Oui, l'idée, elle est là. Donc ça, c'est un album, le premier, et Objectif Maillot Jaune, donc ça correspond à l'année 78, là où j'ai gagné mon premier Tour de France, et puis après, il y en aura 2 autres pour finir le reste de la carrière, et il y a encore des choses à raconter. Vous étiez dans quel état d'esprit, justement, au moment où, en 1978, vous avez remporté cette première victoire, qui était finalement annonciatrice de plusieurs autres. Qu'est-ce que ça fait quand on est jeune comme ça et que tout d'un coup on remporte aussi une victoire aussi... C'est du plaisir, c'est la joie, c'est l'accomplissement du travail de 3 années. Donc l'objectif au départ, c'était ça. Quand j'ai rencontré Cyril Guimard, c'était d'avoir un programme qui était de plus en plus difficile pour arriver au but ultime qui est la victoire dans le Tour de France. Et quand en 77, on a fait un sondage dans l'équipe pour voir si les gens voulaient que je fasse le Tour de France, mais en tant que coureur, pas en tant que, comme j'avais fait pour la télévision. On a dit on viendra pas, mais on viendra en 78, on viendra pour gagner. Bon, c'était peut-être un peu prétentieux, mais on savait à peu près où on allait. Oui, c'est ce que je dis, on sent vraiment votre détermination, hein. C'est ça qui est très fort dans ce livre. Et alors, vous l'avez dit vous-même, c'est pas la première fois que vous sortez un livre sur votre carrière. Il y avait déjà eu, chez le même éditeur, on a passé l'éditeur, mais c'est Mareuil Éditions, déjà lu un livre en 2005, qui était une biographie, qui s'intitulait Bernard Hinault, l'épopée du blaireau, et qui s'était vendu à plus de 20 000 exemplaires, ce qui est franchement pas mal. Puis 2 ans plus tard, il y a eu un autre livre qui s'intitulait cette fois Bernard face à Hinault. Alors, le premier livre, il y a ce titre, le blaireau. Pour les gens qui vous connaissent mal ou qui n'ont pas lu cette biographie, pourquoi ce surnom du blaireau ? Alors c'était un mot qui était dans le peloton, où tout le monde s'interpellait en disant « Qu'est-ce que tu fais blaireau ?» Et 2 coureurs avec qui je m'entraînais, un jour, devant un journaliste qui s'appelle Pierre Chany, on dit « C'est un blaireau ». Et Pierre Chany a écrit « C'est le blaireau ». Et quand on connaît l'animal, j'ai à peu près les mêmes réactions. C'est-à-dire que quand on m'agresse, c'est moi qui agresse à un moment donné, et la meilleure manière, c'est d'aller au combat et surtout de gagner. Vous êtes effectivement connu pour votre caractère bien trempé, mais c'est plutôt une bonne chose, quand je dis ça. C'est bien. Ça peut servir dans certains cas. Et alors, ce qui interpelle dans ce livre, au-delà de la détermination qui est la vôtre, c'est finalement, on redécouvre parce qu'on le sait, mais en même temps, c'est pas toujours mis en avant que c'est certes ce Tour de France, toutes les épreuves d'ailleurs dans leur ensemble, certes une aventure sportive, mais c'est aussi une aventure humaine. Oui, il faut savoir s'entourer de gens compétents à tous les niveaux, que ce soit les équipiers, que ce soit le personnel qui s'occupe de nous, les kinés, les mécanos, il faut les respecter. Et je pense que quand on sait faire tout ça, je pense que ça se passe très très bien. C'est une bande de copains finalement, à un moment donné, c'est pas des employés ni de l'un ni de l'autre. Et quand vous êtes le leader de l'équipe, vous avez qu'un seul but, c'est de gagner pour eux. Parce que, et toujours les associés ne jamais dire « j'ai gagné ». Non, j'ai fini le travail des autres. Et chacun a sa part de responsabilité et aussi de gloire quand vous gagnez. Et est-ce que vous trouvez qu'on en parle suffisamment ? Parce que c'est vrai qu'on a tendance à parler beaucoup des coureurs, des champions, moins des équipes. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on en parle assez ? C'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Mais à l'intérieur des équipes, bon, j'y suis plus aujourd'hui à l'intérieur, donc je ne peux pas dire exactement qu'est-ce qui se passe. Est-ce que l'ambiance, elle est bonne, pas bonne ? Je pense que ça doit être pas mal quand même. Autrement, il n'y aurait pas de réussite comme pour certains. Ce sont des gens, tous ces gens qui vous ont entouré, que ce soit les gens de l'équipe et puis tous les gens autour, les kinés, etc., avec lesquels vous avez gardé contact par la suite ? Bien sûr, parce que c'est des moments tellement forts, tellement intenses qu'on a vécu ensemble. Il y en a qui ont fait toute leur carrière avec moi, et moi ma carrière avec eux. Donc, oui, c'était votre quotidien. Oui, on est... je pense qu'on passe à peu près 9 mois sur 12 ensemble, avec des changements à l'intérieur de l'équipe, parce qu'il y en a qui ne peuvent pas faire tout. Un équipier travaille quand même pas mal parfois.
Donc le but, c'est aussi que le leader les fasse pas trop travailler. Donc c'est à lui aussi de savoir courir, de ne pas faire d'erreurs, de manière à les ménager le plus possible. Alors vous avez pris la plume, certes, ou le clavier, je ne sais pas très bien, mais vous n'avez pas pour autant lâché la pédale, puisque vous continuez de faire du vélo. Vous me disiez tout à l'heure en off que vous allez effectivement faire du vélo ce week-end avec des amis. C'est quelque chose qui est vraiment ancré en vous. Vous continuerez tant que vous pourrez. Je pense que déjà, ne serait-ce que pour s'entretenir physiquement. Oui. Pendant 20 ans, je n'ai pas pratiqué, parce que j'avais plein d'activités, et je ne trouvais pas le temps pour le faire. Ça vous a manqué ? Non, parce que j'avais des activités, donc j'y pensais pas du tout. Pas. Et j'ai lâché une activité qui était l'agriculture, parce que mes enfants n'en voulaient pas. Je dis, bon, moi aussi j'arrête. Et le seul moyen de m'entretenir, et que je connaissais facilement, et qui n'allait pas me faire mal, c'était le vélo. C'était un rêve d'enfant, le vélo ? À quel moment c'est un jeu au départ, et ça a toujours été un jeu d'ailleurs, jusqu'à la fin de ma carrière, mais c'est un jeu quand on est bambino, d'aller se confronter avec tous ses copains, à droite, à gauche, faire des petites compétitions. Et puis, à un moment donné, on se dit, si on prenait une petite licence, ça serait pas mal. Et comme vous gagnez, vous en gagnez une, deux, trois, quatre, et on continue, et on monte les échelons en permanence jusqu'au moment où on arrive professionnel. Quels sont les souvenirs que vous avez en tête des premiers moments où vous êtes monté sur un vélo ? Est-ce que ça remonte à quand et quelles ont été vos sensations ? Est-ce que vous arrivez à remonter à ce moment-là et à vous souvenir ce que vous avez ressenti ? Bien sûr, la première fois que j'ai fait du vélo, c'est un vélo que je devais partager avec mon frère parce que mes parents n'avaient pas des moyens extraordinaires. Pour chacun, oui. Mais pour nous, ça ne nous dérangeait pas, donc je lui ai déjà pris le vélo. Et la première fois que je l'ai pris, j'ai fini dans le talus, dans les orties, donc j'étais en petite culotte courte et j'ai compris ce que c'était que faire du vélo, donc il valait mieux que je reste sur la route. Et puis après, c'est la première victoire que l'on a où... Comme moi, je viens de la course à pied quand même, il faut savoir, j'ai fait 4 ans de course à pied, la même année, j'ai tout fait. Sans connaissance, physiquement préparé, mais pas de technique, j'avais rien du tout. Et je vais gagner chez le coureur qui était le meilleur du moment. Alors que personne ne me connaissait, ils ont dit d'où il vient celui-là, il sort de derrière les fagots, mais c'est qui quoi ? Et derrière, ça continuait tout au long de la saison. C'est amusant parce que vous parliez de cette histoire où vous êtes tombé dans les orties, là sur le bas-côté, où vous êtes certainement fait un peu mal. Là, on parle souvent, parce que je vais y venir, mais parce qu'on parle souvent du Tour de France, il faut quand même préciser que vous avez gagné à 3 reprises le Tour d'Italie, à 3 reprises le Tour d'Espagne. Deux reprises le Tour d'Espagne, c'est déjà pas mal. Et vous comptez également à votre palmarès un titre de champion du monde sur route. Est-ce qu'il est vrai que pour remporter toutes ces victoires, vous avez fourni un travail mental qui vous permettait d'oublier la douleur ? Je reviens à mon histoire d'ortie. Oui, mais j'ai toujours dit que quand moi j'ai mal, les autres doivent avoir aussi mal. Donc je dois aller au-dessus. Je dois leur faire encore plus mal. Et à un moment de temps, on oublie le mal, parce que quand on voit que les adversaires sont distancés, il y a une certaine jouissance. Et on oublie qu'on a mal. Oui, et on a envie d'aller encore plus vite pour les distancer. Mais c'est pas forcément si facile pour tout le monde. Vous semblez quand même avoir une facilité à mettre de côté la douleur par désir de gagner. Enfin, ça a l'air évident quand vous le dites, mais je suis pas sûre que tout le monde ait cette même faculté d'oublier la douleur. Oui, mais pour moi, ça me paraît facile. Quoi. Oui. Je dis, ok, j'ai mal aux jambes, mais je pense que mon collègue là, qui est en face de moi, il doit avoir mal. Donc, si je peux encore donner un petit coup, peut-être qu'il va avoir encore plus mal et qu'il va lâcher prise derrière moi, quoi. Mais après, ça fait partie du jeu. Je reviens toujours à la même chose, parce que pour moi, ça a été un jeu. Donc, à un moment de temps, ça passe, quoi. Mais c'est que vous percevez vraiment la compétition comme un jeu. Mais ça doit rester un jeu. C'est pas parce qu'on est rémunéré pour le faire qu'on doit penser que c'est un métier. Et quand ça reste un jeu, c'est un plaisir, c'est quelque chose d'immense. C'est comme un métier, enfin c'est un métier coureur cycliste, vous l'avez pas pensé. Mais ça passe après. Oui, vous l'avez jamais considéré comme un métier. Mais c'est le jeu avant, le plaisir de pouvoir de gagner, le plaisir de distancer ses adversaires, d'avoir cette équipe autour de soi où on parle, on rigole le soir, tout ça c'est génial quoi. Et ça fait partie du jeu pour moi. Oui, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on sent vraiment la dimension de plaisir en parallèle de la notion d'effort, parce que c'est un effort qui peut, dans certains cas, à certains moments, s'apparenter à de la souffrance quand même. La souffrance, c'est quand on est derrière et qu'on a fait le maximum et qu'on ne peut pas gagner. Ouais. Parce que là, dans la tête, on se dit, mais j'ai tout fait, je me suis battu, je me suis entraîné comme il faut, et l'autre, il est plus fort que moi. Et là, on comprend difficilement qu'il soit plus fort. Et dans ces moments-là, ça a dû vous arriver, rarement, mais ça vous est certainement arrivé quand même, de ramer un peu, ou peut-être de les rattraper après, mais à un moment donné, d'être derrière et de ramer. Qu'est-ce que vous ressentez ? De la rage, de la colère, de la hargne ? Qu'est-ce que vous ressentez ? La rage, oui. Parce qu'on n'admet pas des deuxièmes, on n'aime que la victoire. Et puis,
on essaye d'analyser pourquoi on n'a pas gagné, quoi. Est-ce que je me suis pas assez bien entraîné? Et puis à un moment de temps, on se dit, ok, j'ai fait ça, j'ai tout fait pour gagner. Bah ok, bah, l'autre il est plus fort que moi, je peux rien faire contre ça. Et je pense que j'ai eu des adversaires qui ont aussi beaucoup travaillé, encore peut-être plus que moi, pour essayer de me battre. Et malheureusement, je les ai dominés, pour eux. Et vous échangez avec eux après, enfin, juste après, ou est-ce qu'il n'y a pas de communication possible, de dialogue possible juste après? Moi, je pars du principe que quand on est un sportif de haut niveau, on doit se bagarrer, c'est peut-être pas vraiment le terme, mais on doit lutter les uns contre les autres, mais le soir, on doit être capable de manger ensemble. C'est ça le vrai esprit du sport. C'est pas de dire, ah ben non, l'autre c'est un con et tout, non. Faut pas être rancunier. Mais le sport, on ne doit pas être rancunier. C'est une évidence que quand on est plus fort, ben on gagne, et quand on est un peu moins fort, ben on essaie de suivre. Est-ce qu'il n'y a qu'une question de force? Parce qu'il y a évidemment la condition physique, l'entraînement, ça c'est une évidence. Mais il y a aussi toute cette dimension mentale. Vous en parliez un peu quand vous disiez dépasser la souffrance par désir de passer devant, mais il y a toute cette préparation mentale et psychologique finalement qui fait aussi partie. Oui, mais on n'a pas besoin d'un psy pour ça. Oui, on n'a pas forcément besoin d'un psy. Parce qu'aujourd'hui, paraît-il que dans des équipes, il y a des psys. Je ne comprends pas, c'est plutôt moi qui va le psychanalyser. Hein. Parce que c'est moi qui ai envie de gagner. Oui. On peut tout dire à quelqu'un, si dans sa tête, il n'est pas préparé pour la victoire, je ne pense pas qu'il y arrivera. Hein. Et à la moindre difficulté, dès qu'il aura un peu de mal, il va se relâcher, quoi. Et vous, pour faire cette préparation, on ne va pas dire psychologique, mais cette préparation mentale, vous disiez quoi? Quelles étaient, vous n'aviez évidemment pas besoin d'un psy à vous entendre, mais vous parlez à vous-même, comment vous vous mettez en condition? Je me dis que je vais gagner. Et à partir du moment où je me mets ça dans la tête, c'est beaucoup plus facile. Si je dis je vais faire deuxième, je vais faire deuxième. Mais si on part avec le principe que je suis là pour gagner et je vais gagner, c'est pour ça qu'on retrouve un peu ces termes dans la BD. On y va, quoi. C'est la fameuse prophétie autoréalisatrice. Oui. Exactement, de se mettre en condition d'être premier. Alors, premier, vous l'avez été, et à nombreuses reprises, si bien qu'au fil des ans, vous êtes devenu vraiment une icône du cyclisme français. De quoi d'ailleurs de donner parfois presque des cours de marketing aux plus grands spécialistes, hein, grâce à cette capacité à vous être forgé une légende. Et alors ça fait quoi précisément d'être une légende, et est-ce que tout ça s'est fait un peu entre guillemets malgré vous, ou est-ce que vous y avez travaillé? Vous y avec? Oui. Pour moi, je suis un être humain qui avait des capacités qui étaient au-dessus de la moyenne, donc j'en ai profité comme quelqu'un qui est un chirurgien, comme quelqu'un qui est un philosophe, qui a ces capacités, qui les travaille pour être le meilleur. Le sportif, c'est la même chose. Mais moi, je n'ai pas cherché à être une idole, non. Je reste un être humain, et je pense que c'est ce qui fait aussi ma force encore aujourd'hui, de pouvoir côtoyer tout le monde, qu'il ait des grands diplômes ou pas de diplômes. Pour moi, ça ne me dérange pas du tout. C'est d'aller communiquer avec lui, de parler avec lui, de le faire rêver, parce qu'on va raconter ce qu'on peut faire comme dans le livre, la BD, où on va raconter une histoire d'une journée, où la personne va avoir les yeux grands ouverts comme ça, parce qu'il va se remettre dans la tête ce qui s'est passé ce jour-là, et on lui raconte. Alors vous disiez tout à l'heure que désormais il y a des psys dans les équipes et que ça vous étonne un peu. Comment est-ce que vous décririez l'évolution du métier? Quel regard est-ce que vous portez sur la façon dont tout ça s'est transformé au fil des ans? C'est un métier, c'est plus du sport. Parce que tout est formaté, on enregistre tout ce que fait l'athlète au niveau de ses capacités physiques. On peut lui dire, ah ben non, t'as pas. Je crois que moi, j'ai pas eu besoin de ça. Je pense que la première des choses, j'ai écouté mon corps. Mon corps m'a dit, tu peux aller plus vite, je vais aller plus vite. Mon corps me dit, je peux pas y aller, j'y vais pas. Même si dans ma tête, je dis, je vais essayer quand même. Mais en même temps, il y a des limites qu'on ne peut pas dépasser. Pour le Tour de France, il y a 100 maillots jaunes qui sont imprimés à votre effigie. Qu'est-ce que ça génère chez vous? De la fierté? Enfin, voilà, ça fait partie du club des grands. Avec Jacques Anquetil, avec Eddy Merckx, avec une Durail, on est encore 4, non, on est encore 3 vivants parce qu'il en manque un malheureusement. Donc on a marqué notre génération. Et c'est sympa de pouvoir avoir sa bouille sur un maillot. Oui, ça fait plaisir, j'imagine. Oui, bien sûr. On ne peut pas dire le contraire, ça fait toujours plaisir, ça veut dire qu'on a marqué les gens. Tout ce que vous avez entrepris, à quel besoin est-ce que cela répond? Du plaisir. Je pense que c'est la vie. Hein. J'ai fait plein de choses, j'ai dit moi je veux me battre pour être dans les meilleurs, et quel que soit le métier que j'ai pu faire. Hein.
Il faut, je sais pas, c'est comme ça chez moi, je ne peux pas faire autrement, quoi. C'est une compétition. La vie est aussi une compétition. Absolument. Donc celui qui ne comprend pas ça, il est battu d'avance. En tout cas, merci de nous avoir parlé de votre détermination et de votre perception de ce sport. On va passer à présent à une seconde partie qui peut sembler comme ça un peu déroutante. C'est le cas de dire quand on parle de vélo sur route, puisque vous allez vous retrouver seul sur ce plateau, pas pour très très longtemps, mais surtout je ne vais pas disparaître complètement. Vous allez continuer de m'entendre. Je vous dis à tout de suite. À tout de suite. Bernard Hinault, est-ce que vous êtes bien installé ? Très très bien. Alors n'hésitez vraiment pas à allonger vos pieds sur le repose-pied, faites comme chez vous. Non, j'ai pas besoin de psy. Vous n'avez pas besoin de psy et je ne suis pas là en tant que telle, ça tombe bien. J'ai bien compris que vous n'en aviez pas besoin, vous avez l'air d'aller très bien et tant mieux. Le principe de cette seconde partie, c'est que je vais vous proposer différents mots et vous laisser pour chacun d'eux me dire ce qu'ils vous inspirent. Et on va commencer avec honnêteté. Honnêteté, je pense que on le retrouve dans le livre, c'est quand quelqu'un n'est pas honnête, donc dit des choses et ne fait pas ce qu'il devrait faire et triche. Ça ne peut pas marcher pour moi. Alors c'est vrai que quand on parle du monde du sport et notamment du cyclisme, on sait que le dopage est assez répandu. Non, faut pas dire ça. Je pense qu'il faudrait aussi aller voir dans d'autres sports pour savoir exactement si c'est les cyclistes ou plus que les autres. Je pense qu'on a un sport qui est aussi propre, peut-être plus propre que beaucoup d'autres. Et alors, comment est-ce que vous expliquez, je le crois volontiers, mais comment est-ce que vous expliquez qu'on parle souvent du dopage dans le cyclisme, plus encore que dans d'autres sports ? Parce qu'on recherche dans le cyclisme que dans d'autres sports, on ne le fait pas. C'est tout simple. Et vous courez sur la voie publique, même si vous dites des âneries, vous pouvez écrire, alors que dans les autres sports, c'est dans des stades fermés. Donc si jamais vous faites la moindre erreur, vous êtes interdit, pas interdit de stade, parce que vous êtes dans la presse, mais vous n'avez plus de contact avec les joueurs ou les artistes, et puis c'est fini. Vous perdez votre boulot. Il faut le savoir, ça. Alors, quand on parle d'honnêteté, on pense aussi à votre franc-parler, hein, parce que si vous êtes réputé pour vos coups de pédale, vous êtes aussi connu pour vos coups de gueule, votre caractère assez brut. Est-ce que ce caractère comme ça, bien trempé, c'est pour vous une forme d'honnêteté ? C'est une forme d'honnêteté de dire aux gens en face ce que l'on pense d'eux, c'est tout. Et à partir de ce moment-là, ça me correspond. J'aime pas aller tourner autour du pot. J'aime bien dire aux gens ce que je pense. Après, on va boire un coup ensemble et puis c'est fini. Est-ce que c'est un modèle que vous avez vu dans votre entourage quand vous étiez enfant ? Est-ce que vos parents étaient comme ça aussi, assez directs ? Oui, mais je pense que j'ai hérité ça de mes parents et j'essaierai de faire en sorte avec mes enfants et mes petits-enfants, la même chose. Alors, on va parler tout à l'heure de votre famille. Pour terminer sur ce concept d'honnêteté, pourquoi est-ce que c'est important à vos yeux d'être honnête ? Parce que c'est la beauté. Celui qui triche, c'est quelqu'un qui est malhonnête, ça c'est sûr, et c'est pas la beauté, ça. Il faut être capable de dire en face ce que l'on pense. Et on est beaucoup plus heureux quand on est honnête que quand on est malhonnête. Ou alors, il est né comme ça, il le restera toute sa vie. Alors, je vais faire là aussi une métaphore avec le monde du sport, mais du cyclisme notamment. Mais est-ce que l'honnêteté, ça sert à ce que la société ne déraille pas ? Logiquement, oui. Ça doit être comme ça. Ou est-ce qu'on a peut-être aussi tous un idéal à poursuivre et quel idéal ? L'idéal, c'est de réussir, de se battre, d'y arriver sans tricher. Donc en restant honnête. Et quand vous avez pu observer ou entendre parler de phénomènes de triche, que ce soit dans votre sport ou dans d'autres, vous vous êtes insurgé et comment ça s'est passé ? J'ai aimé quand ils ont été punis. Quand ils ont triché, ça arrivait dans le cyclisme, ça arrive dans des sociétés, ça arrive aussi dans la vie de tous les jours, où il y a des gens qui trichent. Et quand ils sont punis, c'est la plus belle des choses qu'on puisse voir. C'est-à-dire, on dit, ok, tu as triché, tu as été malhonnête, alors tu t'en vas, ou alors on te met en prison, comme certains, on peut le voir aujourd'hui. C'est une sanction finalement qui permet de montrer l'exemple. Oui, et puis de dire aux autres, si vous trichez, si vous êtes malhonnête, c'est ce qui vous attend demain. Alors vous parliez à l'instant de votre famille, de vos parents, de vos enfants, de petits-enfants. Je voulais vous faire réagir au terme de racines. Ça représente quoi pour vous, les racines ? Si j'ai des racines, c'est des racines bretonnes.
Oui, je voulais Donc, aussi en c'est des gens qui ont eu pendant une période des difficultés. Il faut savoir qu'à la sortie de la guerre, la Bretagne elle était très, très, très pauvre et on leur a demandé de travailler, de faire en sorte de nourrir un peu la France. Donc, les Bretons se sont retroussés les manches. Et si aujourd'hui, c'est la première région agricole et industrielle, parce qu'on a quand même beaucoup d'industrie derrière, je crois que c'est ça. Et il n'y avait pas trop le choix. C'était soit on était paysan, soit on était dans la marine. Et ça, c'est les vraies racines, ce qui rend la force des Bretons. Et que l'on retrouve encore, parce que quand vous regardez une course ou quand vous regardez un match, comme par hasard, vous voyez toujours un Gwanadu. C'est-à-dire le Gwanadu, c'est le breton, c'est le drapeau breton. Alors la Bretagne, c'est un territoire auquel vous êtes très attaché. Est-ce que vous y vivez ? Moi, je vis en Bretagne, j'habite dans un tout petit village qui est à côté de Dinan, de 700 habitants, où je me sens vraiment très très bien. Et je garde cet esprit des Bretons qui vivent ensemble, qui se battent ensemble et qui essayent de gagner toujours ensemble. Quand on vous entend, on a le sentiment qu'associé à la culture bretonne, ou plus encore à l'état d'esprit, on devrait dire, il y a comme ça une volonté de combattre au bon sens du terme, en tout cas de combattre pour réussir. Oui. Oui. Et j'ai eu l'occasion, par le biais des fonctions que j'ai eues avec ASO, de rencontrer des présidents de région qui se posaient la question « Comment vous pouvez faire, vous, les Bretons ?» Quand il faut faire une belle manifestation, comme ça s'était passé une année sur les Champs-Élysées, où c'est les Bretons qui défilent sur les Champs-Élysées, il n'y a pas une autre région qui l'a fait. Quand on fait des grandes manifestations, on sent que toute la population est derrière. C'est vrai qu'on sent que les Bretons sont très soudés et s'entraident énormément. Alors vous parliez tout à l'heure de votre famille, vos parents, vos enfants, vos petits-enfants. Est-ce que la famille tient une place importante dans votre vie ? Enfin, voilà, quelle place tient-elle d'ailleurs ? Quel temps est-ce que vous y accordez ? J'essaie d'y accorder le plus de temps possible. Bon, quand j'étais compétiteur, c'était pas si facile que ça, parce que j'étais à peu près 9 mois sur 12 parti par les compétitions. Et maintenant que je suis un retraité, j'essaie de consacrer le plus de temps possible et à mes enfants et à mes petits-enfants. Donc c'est quelque chose de très important, et à ma femme, bien sûr. Est-ce que la famille, les proches, c'est quelque chose qui... alors là, je parle plus de la période où vous faisiez des compétitions. Est-ce que c'est quelque chose qui permet d'assumer sa notoriété, de garder la tête froide, quelque part, de ne pas perdre l'équilibre ? Je crois que j'ai eu cette chance d'avoir une femme qui était extraordinaire, et qui est extraordinaire, puisqu'on est toujours ensemble, et qui a géré plein de choses et qui m'a laissé la liberté de faire ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire de faire de la compétition et de gagner. Et j'ai toujours dit, ça fait partie elle représente 50% de la réussite de ma carrière. Est-ce qu'elle est fière que vous lui en soyez reconnaissante, que vous lui attribuiez ce pourcentage très précis de réussite ? C'est à elle qu'il faut demander. Moi, je sais ce que ça représente pour moi. J'ai lu quelque part que vous aviez retrouvé votre vélo d'origine, celui dont vous nous parliez tout à l'heure et que vous aviez partagé avec votre frère et qui vous avait envoyé dans les orties. Ça a signifié quoi pour vous de retrouver ce vélo, ce premier vélo ? Je pensais qu'il était perdu à vie, qu'il était parti chez un ferrailleur, et puis un peu par hasard, il y a quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a dit je voudrais que tu identifies un vélo, il paraît qu'il est à toi. Je dis ok, je vais venir. Puis je regarde le vélo et je m'aperçois qu'il était gravé aux initiales de mon frère. Donc je dis c'est mon vélo de cadet, et la personne me dit prends-le. Je dis non, il est à toi, donc je peux pas prendre quelque chose qui t'appartient, même si ça m'a appartenu à un moment donné. Il dit si, autrement moi je le mets à la ferraille. Je dis donc ça n'a pas duré longtemps, je l'ai mis dans le coffre, je l'ai ramené à la maison et je l'ai toujours à la maison. C'est des souvenirs immenses, parce que c'est le début de la carrière, c'est vraiment le vrai début, quoi. Il y a une dimension très symbolique finalement dans ce vélo. Alors, il aurait fallu que je garde le premier et le dernier, mais le dernier je ne l'ai pas. Il est où le dernier ? Je ne sais pas. Je ne sais pas où il est passé, parce qu'il y a eu une période où on se posait pas la question, autrement je me suis retrouvé à la maison avec 30 vélos et ça me servirait à rien. Donc j'ai eu cette chance d'en retrouver un ou deux, et ça c'est génial, quoi. Alors les racines, pour revenir au terme de racines, c'est aussi la terre, et vous avez précisément choisi d'y consacrer votre seconde vie, puisque vous nous en touchiez un petit mot tout à l'heure, consacré à l'élevage. Pourquoi ce choix-là, et qu'est-ce que ça représentait pour vous au moment où vous avez envie de vous consacrer à cette activité-là ? Parce qu'en étant coureur cycliste, on vit dehors. Et je me voyais mal être dans un bureau enfermé. Donc on a acquis avec ma femme et Martine une propriété, et on l'a fait jusqu'en 2006, jusqu'au moment où
Mes enfants ne voulant pas de la ferme, j'ai dit, vous croyez pas que je vais m'arrasser à faire ça? Donc on l'a cédé. On est toujours propriétaire, mais c'est une autre personne qui l'exploite. Et parce que c'est vivant, ça bouge en permanence, vous semez, vous voyez ce qui pousse, et puis d'un seul coup vous récoltez, vous savez si vous avez bien travaillé ou mal travaillé. C'est finalement, il y a de vraies analogies avec votre parcours de compétiteur, de regarder grandir et pousser, de récolter ce qu'on a semé, c'est vraiment au sens propre comme au sens figuré. Oui, c'est ça. Comme on sait à un moment donné, si on veut comparer ça avec la carrière, avec un but bien précis, c'est ce maillot jaune qu'on veut aller chercher, donc il faut le construire. C'est comme si on faisait la semaille dans les années 76 avec Cyril Guimard, et puis elle grandit, et elle arrive à maturité en 78. Et est-ce que dans les deux cas, si on poursuit l'analogie, il y a dans les deux cas une forme d'humilité au sens où pour les plantes, l'élevage, c'est la nature qui décide, les conditions météo, etc. Et pour le coureur, il y a bien sûr l'état d'esprit, la volonté de gagner, mais c'est aussi le corps qui suit ou qui ne suit pas. Oui, j'ai eu cette chance d'avoir un corps qui pouvait résister à plein de choses. Et c'est un petit peu comme dans la végétation, il y a celui qui se casse, celui qui se couche. Là, ça n'a pas été mon cas, je suis resté droit tout le temps. Et ça vous a mené vers des sommets, c'est le troisième terme, les sommets que vous avez gravis au sens propre, et puis ceux qui vous restent peut-être à atteindre. Bon, je pense que j'ai fait une bonne partie de ma vie. Maintenant, je suis arrivé à la fin de ma vie, même si j'ai que 65 ans, mais bon, je ferai plus ce que j'ai fait avant. Maintenant, je suis plutôt cool, plutôt détendu, plutôt que d'être toujours en agressivité pour pouvoir en faire plus, quoi. Quand vous regardez en arrière, est-ce que vous pensiez un jour que vous en arriveriez là ? Quand on commence la compétition, on ne pense jamais qu'on va être le numéro 1 pendant un certain nombre d'années. On pense au départ qu'on va être un équipier pour un autre champion. Et puis les circonstances de course font que vous avez envie de vous battre. Donc vous faites la course comme vous le sentez. Et tous les équipiers, les anciens de l'équipe, parce qu'il y a toujours des anciens, croient en vous. Et disent allez, vas-y môme, on est là pour te soutenir, on est là pour t'aider, et si vous gagnez, ils sont super heureux, vous aussi, et puis après vous montez sans arrêt jusqu'au sommet, quoi. Alors quand il y a des sommets, ça veut aussi dire qu'il y a des moments qui sont plus creux. On vous sent très préparé pour les sommets, les moments qui ont été plus creux, que ce soit dans les épreuves sportives ou dans d'autres moments de votre vie, sans rentrer dans les détails, parce que c'est pas l'objectif, mais comment est-ce que vous y avez fait face à ces moments-là ? Il faut être philosophe, il faut se dire, bon ok, ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'histoire du cyclisme, où il y a des coureurs qui ont eu des soucis de santé, comme moi j'ai eu 2 fois le genou. J'ai dit ok, je me repose, je me reprépare, et derrière je vais regagner. Et c'est ce qui s'est fait à chaque fois. Donc il faut avoir ce mental de dire ok, c'est un mauvais moment à passer, et derrière ça va marcher. Je vous imagine comme ça très impatient quand même dans ces moments-là où votre genou vous collait à terre. Oui, là peut-être on va un peu plus à l'entraînement encore que d'habitude, parce qu'on a envie de revenir le plus vite possible à la compétition, même si des fois il faut être très patient. Pour la deuxième fois que j'ai eu un problème au genou, ça a duré 7 mois quand même. Donc c'est très très long. Mais dès qu'on peut recommencer à faire du cyclisme dans de bonnes conditions, alors là c'est le miracle. Comment est-ce qu'on fait, surtout quand on a un moral d'acier comme le vôtre et puis une rage de vaincre, pour connaître à la fois ses propres limites et puis peut-être aussi celles des autres ? Celles des autres, on les connaît parce qu'on les domine. Les siennes, on n'en sait rien. Parce qu'il n'y a pas eu un coureur qui était au même niveau que moi, en même temps que moi. Et il y a eu une grosse confrontation. J'ai eu cette chance, et cette malchance pour mes adversaires, de les dominer. Donc mes limites, est-ce que je pouvais encore aller plus fort ? Peut-être, j'en sais rien. Dans votre vie professionnelle comme dans votre vie personnelle, il y a donc eu forcément beaucoup de moments heureux, beaucoup de victoires, et puis probablement des moments de creux quand vous n'étiez pas au sommet. Dans ces moments-là, qu'est-ce qui vous aide, qu'est-ce qui vous énergise ? Le fait de vouloir repartir le plus vite possible. C'est un stimulant terrible. C'est-à-dire, je ne suis pas mort, j'ai encore des moyens physiques, j'ai encore des choses à faire, et je vais me relancer et arriver à ce que je veux. On vous sent très très résilient, c'est quelque chose qui est assez naturel finalement chez vous, ou est-ce que vous faites un travail sur vous ?
Non, non, c'est quelque chose de naturel. J'ai pas besoin de travailler pour me dire demain il faut que tu fasses ça. Non, j'y vais facilement. Vous ne vous laissez pas abattre? Jamais. C'est bien, c'est une force. Mais c'est pour ça que j'ai gagné. À quoi ça sert de se dépasser? Se dépasser, c'est parce qu'on a envie de dominer les autres. Donc on fait tout ce qu'il faut pour y arriver. C'est un peu ça le vrai terme pour moi. Alors, puisqu'on est sur la notion de dépassement, il y a un texte intéressant dans l'évangile de Jean où Jésus donne ce commandement « Aimez-vous comme je vous ai aimé », ce qui veut dire finalement dans le dépassement de l'amour, un amour qui devrait aller parfois même jusqu'au pardon, le pardon des pires offenses, jusqu'à même parfois donner sa vie si nécessaire. Voilà, je voulais savoir s'il y a des épisodes des évangiles, hein, que ce soit celui de Jean que je viens de citer ou d'autres, des épisodes qui vous touchent tout particulièrement, ou peut-être qui ont joué un rôle dans votre vie? Je ne m'en suis pas occupé, mais je l'ai peut-être fait naturellement, sans y penser, quoi. Quand on est avec une équipe, bon, on essaye de créer des liens, on essaye d'être bien même avec ses adversaires, mais je pense que c'est peut-être ça, hein. Il y a finalement un peu l'image évangélique du chemin, donc de la route, comme celle qui est suivie par les cyclistes, quelque part, non? Oui. Oui, c'est un chemin qu'il faut parcourir pour aller jusqu'au bout, quoi. Et où mène-t-il ce chemin? Il me mène au bonheur, parce que je pense que j'ai eu cette chance de vivre des moments fantastiques dans toute ma carrière. Je suis entouré de ma famille et on s'entend super bien. Je pense que j'ai des amis, je pense que c'est tout ça qui m'amène au bout du chemin. Alors, je vais citer une autre partie de l'évangile. Cette fois-ci, c'est l'évangile de Luc. Enfin, je ne vais rien citer du tout. D'ailleurs, je vais plutôt faire référence à la parole du bon samaritain et notamment à la capacité d'attention à l'autre. Parce qu'on vous sent dans une démarche aussi finalement très, très altruiste. Je pense notamment à la Bernardino, hein, qui est une course solidaire qui porte votre nom. On vous sent, vous disiez tout à l'heure, j'étais frappée quand vous disiez que, parce que j'étais frappée parce que c'est pas le cas de tous les gens qui ont la renommée qui est la vôtre. On vous sent, vous disiez que vous parlez aussi bien, aux plus célèbres qu'aux plus anonymes, et on sent quelque part cette volonté d'altruisme. Est-ce que c'est quelque chose qui est en partie lié, alors je sais pas, à l'éducation religieuse que vous avez reçue ou pas, ou à ces paroles de l'Évangile? Non, je crois que c'est quelque chose de naturel. J'ai eu cette chance d'avoir la santé de ma famille aussi. J'ai eu des parents, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon frère, j'ai perdu un beau-frère. Tout ça fait qu'on a envie de donner plus pour des gens. Donc c'est pour ça que je fais pas mal de cyclo-sportives à but humanitaire. Et pour moi, ça me tient à cœur. J'ai eu cette chance, donc j'ai ce qu'il faut. Si on peut leur donner un petit peu de finances, même si c'est qu'une goutte d'eau, ça les aidera toujours pour aller plus loin. Oui, puis d'avoir le sentiment, au-delà des finances, d'avoir servi à quelque chose, au moins. Qu'on s'intéresse à eux. Ouais. La Bernardino, je le précise pour les gens qui ne connaissent pas cette course, hein, c'est une course solidaire, donc comme je le disais, qui porte votre nom pour la bonne raison que c'est vous qui l'avez créée, et peuvent y participer des sportifs de tout niveau, de tous âges, des femmes comme des hommes, et l'argent qui est collecté est reversé à des associations. Comment est né ce projet ? Alors, au départ, il y avait une course qui s'appelait la Bernardino, qui était organisée par un professionnel, donc qui prenait son salaire. Et puis, ça a été annulé parce que le département voulait plus suivre. Et on a eu envie de faire quelque chose avec des amis où c'est tout bénévole à 100%. Et il y avait une maison des familles. La maison des familles, c'est à l'hôpital. C'est une maison qui est faite pour des gens qui ont à l'intérieur de l'hôpital d'autres personnes qui sont en fin de vie, donc ils n'ont pas toujours les moyens de se payer l'hôtel. Il y a certains hôpitaux qui sont fermés, donc ils ne peuvent pas faire des allers et retours. Donc on a dit on va faire cette maison, et donc on l'a fait, déjà avec l'aide d'autres personnes, mais c'est nous qui avons donné peut-être le plus gros coup de pouce, parce que quand vous vous impliquez, les autres ils disent mais il faut qu'on soit avec, et donc ça a été fait. On a aussi pour les chiens handicapés, donc là c'est pareil, quand on sait qu'un chien coûte plus de 10 000 euros, c'est énorme, quoi. Et quand on voit le bonheur qu'on peut apporter à des personnes quand ils viennent à la compétition avec leurs chiens, on voit des gens qui sont heureux. Et la troisième cause, avec la Bernardino, c'est donc une opération qui a été faite avec des autistes.
Donc c'est une maison d'autistes, là aussi, où les parents amènent leurs grands-enfants ou leurs enfants pendant une journée, de manière à avoir un peu de temps libre pour eux se reposer, parce que quand on connaît la difficulté avec des autistes lourds, c'est terrible. Et en dehors de ça, je fais en plus une autre opération avec mon fils et puis une autre personne, qui est pour le centre Eugène Marquis. Et là, c'est pareil. Donc, l'avantage, c'est qu'on sait où va l'argent. Donc, on sait que ça a été une année, ça a été pour un casque réfrigéré pour les femmes qui font de la chimio pour pas perdre les cheveux. On a patronné aussi une salle de recherche pour deux grands professeurs. Et actuellement, on patronne des t-shirts pour les gens qui font de la chimio, parce que avec un t-shirt normal, on peut pas. Donc, c'est un t-shirt spécial qui a été conçu pour eux. Et ça, c'est du bonheur quand on voit les gens avec et qui sont heureux. Je crois que ça fait partie de ma vie, ça. Vous citez beaucoup de causes toutes plus nobles les unes que les autres. Est-ce qu'il y en a une qui vous tient particulièrement à cœur ? Tout à l'occasion, parce que tout le monde peut être concerné. Bon, peut-être plus la recherche pour le cancer, étant donné que j'ai perdu trois personnes de ma famille. Donc, et surtout, demain, je peux être concerné. C'est pas parce que je suis un athlète de haut niveau ou j'ai été un athlète de haut niveau que je suis exempt de cette maladie. Donc, plus vite on pourra les aider, plus vite on pourra leur donner des moyens de recherche, et plus vite on pourra soigner des gens. Et ça tient énormément à cœur. Donner du temps aux autres, venir en aide à ceux qui en ont besoin, on a le sentiment effectivement que c'est quelque chose qui compte beaucoup pour vous. Finalement, il y a une dimension très, très chrétienne dans cette démarche. Je ne sais pas si c'est une dimension très chrétienne, mais c'est ce que moi je ressens toujours. En tout cas, merci beaucoup de nous en avoir parlé. À tout de suite. À tout de suite. Merci beaucoup, Bernard Hinault, vous êtes ainsi livré, c'était passionnant et je me posais la question en vous écoutant, je me disais finalement compte tenu de votre rage de vaincre, de ce côté que vous avez pu vivre en tant que Breton, de partager avec d'autres, etc. Je me demandais, est-ce que vous avez déjà été tenté par l'engagement en politique ou est-ce qu'on vous l'a déjà proposé peut-être ? Non. Le maire de ma commune m'avait proposé, mais je lui avais dit, je suis tellement parti à droite et à gauche. Si les gens vont m'élire et que je ne suis pas là pour les défendre, ça n'a pas de sens. Et donc c'est ma femme qui a pris la place. D'accord. Et qui s'est retrouvée maire après. Mais ça me paraît logique. Pour moi, c'est quelque chose, si on s'engage dans la politique, on est là pour le faire à fond. Oui. On ne fait pas la moitié chez moi. Oui, ça me surprend pas de vous, parce que c'est vrai que vous êtes effectivement très entier et que vous faites tout ce que vous faites très à fond. Et ce qui frappe également quand on vous entend, c'est que c'est finalement une très grande confiance, une très grande détermination. Et on peut être tenté d'ailleurs quand on vous écoute de se dire est-ce que finalement ça lui arrive d'avoir des doutes ? On peut avoir des doutes, mais on essaye de trouver pourquoi on a un doute. On revient toujours à la même chose, on travaille là-dessus, on se dit mais pourquoi j'ai un doute ? J'ai un doute parce que ça se fait comme ça se fait pas comme ça. Et dans ces cas-là, on va peut-être aussi chercher l'information chez quelqu'un qui a déjà maîtrisé sur lequel on peut avoir un doute. Et donc ça vous est arrivé justement de partager avec d'autres athlètes sur ces sujets-là En coureur, non. Avec d'autres coureurs, non, c'est plutôt à eux qui seraient venus me voir. Parce que j'ai jamais douté. Mais du coup, quand vous parliez de partager avec d'autres, d'échanger, à qui c'est dans la vie de tous les jours. D'accord. Quand je suis arrivé comme paysan, j'avais aucun diplôme, donc je connaissais rien du tout. Donc j'ai été aussi voir mes voisins, tout ça, en leur demandant comment tu ferais toi ? Et alors je demande à 2 ou 3 les informations, et moi je prends la décision après. Oui, donc fort de tout ce qu'on vous a. Voilà, chacun amène sa petite pierre à l'édifice en disant ça il fait ça, ça il fait ça. Peut-être que si je fais au milieu, ça sera pas mal quoi. Et ça vous a plu cette activité parce que j'ai bien compris que vos enfants n'avaient pas souhaité reprendre. Vous, c'était quand même une vie assez différente de celle que vous aviez vécue avant. Vous avez aimé ? Ah moi j'ai aimé et j'aime encore. Quand je vais faire du vélo, quand je vois certains animaux, je dis celui-là il travaille bien, celui-là il travaille mal, parce qu'on voit des animaux qui sont mal conformés, qui sont pas comme on les aime quoi, quand on aime la compétition. Quand on a fait autant de choses, à la fois dans la partie carrière professionnelle sportive, l'élevage, toutes ces activités caritatives, de quoi est-ce qu'on a encore envie ? En ce qui me concerne, de quoi est-ce que vous avez encore envie aujourd'hui ? Je crois qu'aujourd'hui, j'ai envie de partager plus de temps encore avec ma famille. Je crois que c'est le plus important de tout aujourd'hui. Et vous y arrivez, vous arrivez à trouver ce temps-là. Et alors, je voulais également savoir, parce que vous nous parliez beaucoup de beaucoup un petit peu de votre enfance, cette découverte du vélo. Qu'est-ce qui vous reste ? Qu'est-ce qui reste en vous de l'enfant que vous étiez ?
Je pense que j'ai été un enfant turbulent. Je suis né, quand j'allais à l'école, j'étais bagarreur, il fallait toujours que ça châtaigne, quoi. Et le sport m'a peut-être aidé. À aider à canaliser tout ça. Voilà. Peut-être que si jamais j'avais pas fait de sport, j'aurais peut-être été un voyou, hein, on n'en sait rien. Alors justement, je rebondis sur ce que vous venez de me dire. Est-ce que vous avez des regrets? Non pas d'avoir été un voyou, ça j'imagine que non, mais est-ce que vous avez des regrets? Non, il ne faut pas avoir de regrets parce que ce qui est fait est fait. Donc on ne pourra jamais le refaire. Mais quand on est comme dans la compétition, quand on fait une erreur, il ne faut pas la refaire 2 fois. C'est ça justement. Mais ce qui est fait est fait. On me dit, oui, mais tu n'as pas gagné ceci. Est-ce que tu as des regrets parce que tu n'as pas gagné le Tour de Lombardie, tu n'as pas gagné telle course? Je dis non. Je les ai faits, je ne les ai pas gagnés. Donc on ne va rien changer aujourd'hui, on ne peut pas corriger. Alors, ce qui est fait, malheureusement, les gens qui sont partis. Et je voulais savoir si ça vous arrive d'imaginer, vous nous parliez des personnes dans votre entourage qui sont parties, notamment 3 personnes de votre famille décédées d'un cancer. Est-ce que ça vous arrive d'imaginer où sont ces personnes aujourd'hui? Non. Non, je sais qu'on les a mis à un endroit et on va souvent les voir. On vous a baptisé le blaireau, vous en parliez tout à l'heure. Si vous étiez un animal et que vous pouviez choisir vous-même lequel, sans que ce soit les gens qui vous baptisent ainsi, vous seriez quoi? Un blaireau. Un blaireau, bah oui, forcément. Aujourd'hui, quels sont vos passe-temps, vos hobbies préférés? Alors, je disais tout à l'heure, hein, vous m'aviez confié aller faire un peu de vélo ce week-end. Quels sont vos hobbies préférés quand vous ne faites pas du vélo? Les hobbies, est-ce que c'est un hobby? C'est de partager du temps avec mes 2 petits-fils qui me le rendent bien. C'est d'avoir une partie de jardin, de manière à avoir mes propres légumes, d'avoir plein de choses, de les cultiver, de les voir, on revient toujours à la même chose, de les voir grandir, les récolter, d'avoir des fruits pour essayer d'être presque autosuffisant. Rien que ça, c'est passionnant. Et vous y arrivez à être autosuffisant avec votre jardin? Presque. Et on vit avec la nature, c'est-à-dire quand il n'y a plus de pommes, il n'y a plus de pommes. On ne va pas aller en chercher au supermarché parce qu'on ne sait pas d'où ça vient. Donc on essaye de trouver des vieilles variétés qui peuvent être gardées très très longtemps jusqu'au début de mai sans avoir la moindre chambre froide pour les garder, rien du tout, quoi. Quelle est l'erreur qui vous a le plus fait grandir, dont vous avez le plus appris? Je pense qu'au début, quand je suis arrivé chez les professionnels, j'étais un chien fou. Je voulais tout casser. Et le premier entraîneur que j'ai eu, qui était Monsieur Leroux, je me suis rappelé de tout ce qu'il me disait. Parce qu'avant, je gagnais. Donc, tout ce que Monsieur Leroux me dit, c'est pas grave, hein, puisque c'est moi qui gagne, c'est moi qui ai raison. Et quand je suis arrivé chez les professionnels, quand j'ai pris quelques bonnes claques, je dis, mais qu'est-ce que te disait Monsieur Leroux? Réfléchis bien, maintenant. Il t'a dit des choses qui sont censées, de savoir regarder, de savoir calculer, de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas attaquer dans tous les sens. Et je crois que c'est peut-être ça le truc le plus important. Quel est le don de la nature que vous n'avez pas déjà et que vous auriez aimé avoir? C'est d'apprendre les langues. Vous n'en parlez pas, à part le français? Non. À part quelques mots dans plusieurs langues, parce que moi, il s'agit de manger et de dormir. Le reste, après, je m'en fiche un peu. Vous avez raison, c'est partie des choses importantes dans la vie. Surtout aujourd'hui. Je pense que quand je suis avec des jeunes, je dis apprenez les langues. Parce que les langues te permettent de voyager à travers le monde, de travailler à travers le monde. Et ça, c'est très, très important. Et même en étant coureur cycliste, aujourd'hui, il y a beaucoup de coureurs parlent l'anglais, donc il faut que tu parles anglais. Ou alors tu vas en Italie, tu apprends l'italien vite fait. En parlant de voyager à travers le monde, est-ce qu'il y a un pays qui vous a particulièrement séduit ou même vous auriez pu envisager vous installer? Alors j'ai bien compris que vous étiez très attaché à la Bretagne, certes. Mais... C'est peut-être pas un pays, je crois que si j'avais eu à choisir, j'aurais été plutôt vers la montagne. Oui. Mais en France, on en a. Donc je ne vois pas pourquoi j'irais ailleurs. Et vous y allez souvent? J'y vais tous les ans, je vais faire du ski, parce que pour moi, c'est pas une obligation, mais c'est un plaisir, c'est le changement d'air, c'est plein de choses. Et de le partager avec des amis, ça aussi, c'est important. Vous nous parlez de vos amis. Quelle est la qualité à laquelle vous êtes le plus sensible chez vos amis et chez les êtres humains en général? On parlait tout à l'heure d'honnêteté, oui. C'est ça. D'accord. Le respect, c'est pas parce que je m'appelle Bernard Hinault que tu dois te mettre à genoux devant moi. Non, tu es un être humain comme moi, donc on est de face à face, quoi. Alors on a bien compris que c'était une valeur importante pour vous, que ça faisait partie de vos qualités. S'il fallait parler à présent de vos défauts, quel serait peut-être votre plus grand défaut? Je pense que c'est aux autres de le dire, c'est pas à moi. Il doit vous faire des retours de temps en temps.
On les invitera, on leur posera la question. Quelle est la dernière fois que vous avez ri et pourquoi? Mais on rit tous les jours. Je crois que quand on est heureux, quand on a... Je reviens toujours avec mes petits-enfants, quand je les vois avec moi, qui sont heureux, qui vivent, qui me demandent plein de choses. C'est ça le rire. Puisqu'on parle de l'honnêteté, quel est votre retour d'expérience par rapport à ce que vous avez vécu tout à l'heure, par rapport aux mots auxquels vous avez réagi? Je sais pas, je sais rien là. Est-ce qu'il y a un de ces mots qui vous a peut-être plus parlé qu'un autre, plus interpellé? Non. Non, je crois que les deux, ça correspond à ce que je ressens. On parlait tout à l'heure de la triche et du regard très sévère que vous portez sur le sujet. Quelle est votre drogue favorite? Alors quand je dis ça, c'est évidemment au sens figuré. Quelle est votre drogue favorite? Un bon verre de vin rouge. Un bon verre de vin rouge? Non, je crois qu'il faut savoir apprécier les choses de la vie. C'est pas de boire comme un trou, mais c'est de prendre les bonnes choses, le partager avec d'autres. Mais le partage, c'est important pour vous aussi. Chez moi, s'il n'y a personne, on ne boit jamais d'alcool. Mais quand quelqu'un vient, si c'est quelqu'un qui apprécie, on a envie de lui faire partager des très bonnes bouteilles. Parce que c'est partager quelque chose avec quelqu'un qui va apprécier. Un bon whisky, bien préparé, un bon repas. Mais il faut le partager avec quelqu'un. Je trouve ça idiot de boire parce que je mange un morceau de fromage, il faut que je bois un coup de vin, non. Pour moi, c'est pas ça. Il y a cette dimension de convivialité qui est importante. Si vous aviez une baguette magique entre les mains, quel rêve est-ce que vous réaliseriez? Je crois que j'ai eu presque tout ce que je voulais. Peut-être ce serait d'avoir cette possibilité d'apprendre les langues beaucoup plus facilement. Et ça, ce serait magique. Dans un coup de baguette magique et savoir parler toutes les langues, ce serait trop simple. Ne serait-ce que l'anglais, ce serait déjà pas si mal. Est-ce qu'il y a une musique qui vous fait vibrer tout particulièrement? Est-ce que vous aimez la musique? Est-ce qu'il y en a une qui vous touche? Ce serait plus le jazz. Il y a des morceaux en particulier? Il y a tellement de beaux morceaux. C'est plus le jazz qui m'intéresse. On parlait tout à l'heure de votre premier vélo, et non pas du dernier, puisque voilà, vous n'avez pas mis la main dessus. Alors évidemment, un vélo, c'est pas quelque chose qu'on emmène avec soi partout, mais il y a certaines personnes qui ont des objets qui leur tiennent beaucoup à cœur. Ça peut être une médaille, ça peut être, je ne sais pas. Est-ce que vous avez comme ça un objet qui est important pour vous et que vous vous trimballez régulièrement? Rien. Non. À part mon téléphone, il me sert. Autrement, non, je suis pas j'ai pas de médaille, j'ai pas de choses comme ça. Il y a rien. Non, je pense que. Il y en a qui disent c'est ça qui me fait gagner. Moi, j'y crois pas trop. Mais pour eux, mentalement, c'est important. Et souvent, le fait qu'ils aient ce petit fétiche fait qu'ils vont peut-être aller plus loin parce qu'ils savent qu'ils l'ont avec eux et le jour où ils l'ont pas, ils font rien. C'est le mental. C'est toute la force du mental. On revient toujours à la même chose. C'est la force de caractère, la volonté de dire, même si le chat noir passait sous l'échelle, moi, ça ne me tracasse pas du tout. Est-ce qu'il y a souvent des jeunes ou moins jeunes, peu importe, mais qui vous sollicitent pour avoir des conseils et des conseils pour réussir dans le sport, pour comprendre un peu vos recettes de fabrication? Et au-delà du mental, dont on a compris que c'était une dimension très importante, quels sont les conseils que vous leur donnez? À défaut d'avoir un objet chéri. Jouez, faites-vous plaisir, et c'est comme ça que vous allez réussir. Et entourez-vous de gens compétents. Je pense que c'est très très important. Mais il faut aussi que les gens qui sont autour d'eux leur donnent envie de jouer. Que ce ne soit pas un métier avec des choses bien strictes. Ça, c'est pas bon ça, pour moi. Vous avez parcouru un grand nombre de routes. Quelle est celle ou quelles sont celles qui comptent le plus pour vous? Mais la France est tellement belle. Je crois que par le fait que j'ai été avec ASO, j'ai visité la France en long, en large, par tous les côtés. Et à chaque fois, de jour en jour, on voit des choses nouvelles, des paysages différents. La France, c'est un pays magnifique. On a tout chez nous. Donc il faut savoir en profiter. Il faut ouvrir l'œil aussi. Oui, il faut être capable d'apprécier tout ça. Et est-ce que vous éprouvez de la gratitude par rapport à tout ce qui vous est arrivé, votre parcours? Parce que je ne sais pas si c'est de la gratitude, c'est aussi une partie de la chance. J'ai été peut-être le chercher. Oui, certainement. Ça, vous l'avez volé à personne, c'est certain. Oui, c'est beaucoup de travail. Mais ça peut être justement de la gratitude pour la condition physique qui était la vôtre, parce qu'il y a la chance, mais il y a aussi
ce dont la nature nous a J'aurais peut-être de la gratitude pour les gens qui m'ont accompagné. J'allais vous poser la question pour les supporters, pour les... Oui. Les supporters, c'est pas ceux qui vont me faire avancer. Non. Mais c'est les gens qui sont avec moi, qui travaillent avec moi, qui ont fait que je suis devenu ce que je suis, ou ce que j'ai été. Mais justement, les supporters, alors évidemment, c'est pas eux qui vont vous faire avancer, et voilà, vous ne leur devez pas votre succès, quoique c'est quand même important de sentir que les gens vous soutiennent, vous aiment. Est-ce que pour vous ça compte, ou finalement vous êtes content, mais c'est pas plus important que ça? Je suis content, mais c'est pas eux qui vont me faire avancer. Oui. Quand je suis à fond, je peux pas faire mieux. Donc moi j'ai dit toujours, les spectateurs se greffent sur ce que tu fais. Bien sûr. Mais tu cours pas spécialement pour eux au départ, tu cours pour toi, pour les tiens, pour ceux qui sont autour de toi. Et eux se greffent dessus parce que tu leur donnes du bonheur. Est-ce que, alors en même temps, c'est sûr que vous leur donnez du bonheur parce qu'ils sont fascinés pour certains par le cyclisme, et même pour ceux qui ne le sont pas d'ailleurs, mais est-ce que c'est pas oppressant parfois? Est-ce que vous vous êtes pas senti oppressé par moment par ces supporters? Parce que certes, c'est valorisant, mais j'imagine que parfois ça peut être un peu oppressant aussi. Pendant la compétition, on essaye de trouver des moyens pour être un peu plus cool, pour pas que non plus les gens viennent dans votre chambre pour chercher les autographes. Ça a été le cas? Ben non, parce qu'on a toujours mis un peu des barrières, mais c'est ce que je disais à certaines personnes. Tu voudrais que je couche avec ta femme, que je mange avec toi, et puis que je sois coureur cycliste. Je dis, moi je suis coureur cycliste, les deux autres je m'en fous. Oui. J'imagine. En tout cas, merci d'être venu nous parler de votre métier de coureur cycliste, justement. Alors, vous ne considérez pas que c'est un métier, on va dire, de votre parcours de coureur cycliste. C'est mieux. Vous voyez, j'ai retenu la leçon. Des enseignements que vous en avez tirés, de ce qui compte pour vous, de vos valeurs. Tout ça, vous le racontez dans ce livre Inno Objectif Maillot Jaune. C'est donc une bande dessinée qui fait un peu écho aux autres livres que vous aviez déjà publiés chez Mario Édition, mais voilà, qui a le mérite d'être imagé, peut-être, comme vous me le disiez, de s'adresser à un public un peu plus jeune, et puis un public aussi qui est de plus en plus habitué à voir des images. C'est vrai que les gens sont plus habitués à avoir ce support de l'image. En tout cas, c'est agréable à lire. Merci d'être venu nous en parler. Merci. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Bonne soirée. Et je rappelle que cette émission, vous pouvez la retrouver sur notre site internet. À bientôt.